Et bonjour, et me voilà. Salut à tous. Alors, c'est direct au titre. On se retrouve aujourd'hui au lendemain de la première partie de mon introduction sur la géométrie universelle, donc on fait chez Into Infinity. Aujourd'hui, dimanche 12, je vais pas modifier la date par rapport à hier. Aujourd'hui, dimanche 12, nous allons aborder la suite du cours d'aujourd'hui. Donc, tu as raté le cours d'hier. La suite du cours d'hier. Et si vous avez raté ce cours, c'est disponible sur YouTube. Et cette partie-là sera aussi disponible sur YouTube par la suite. Donc vous n'avez pas forcément besoin de le suivre en live, sachant qu'en plus j'ai des petits problèmes d'internet aujourd'hui. Donc je suis dépendant de l'internet indien, qui parfois fait des siennes. Et comme c'est dimanche, forcément, les mecs ne travaillent pas. Donc si jamais c'est pas vraiment viable, j'enregistre ce workshop dans tous les cas, il sera dans tous les cas disponible par la suite sur YouTube ce soir pour une rediffusion. Alors, je vais directement passer dans ma salle de classe. Alors, comme je vous disais, la seconde partie du cours d'hier, 11. Donc hier, on a vu tout ça. On a vu un peu d'histoire de la géométrie, savoir d'où venaient les connaissances qu'on a, d'où elles prenaient racine, d'où prend racine la science moderne. Voilà. Donc on a pris l'exemple des Grecs de la Grèce antique. Donc, pour résumer, les créateurs de la métaphysique. Donc c'était des scientifiques philosophes. Et nous, c'est un peu ce dont on se réclame. On a vu rapidement la création de l'espace, de la 0D à la 4D, et on a vu comment cela s'exprimait. On a joué un peu j'ai joué un peu sur mon logiciel 3D pour vous montrer à quel point c'était simple à partir d'un torus de voir des motifs qui s'imprimaient dans notre nature en 3D. Et enfin, on a parlé de la fleur de la vie pour savoir quelles sont comment elle se construit et quelles sont les connaissances derrière. Donc, on a vu que, au final, la fleur de la vie, elle parlait de la même chose que la création de l'espace. Elle parle de la même chose que les fractales qu'on va voir aujourd'hui. Que ce motif, c'est en fait l'entrelacement de tout avec tout dans notre univers et peut-être même au-delà. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le au-delà aujourd'hui. On va voir les fractales principalement, les fractales et la notion d'infini. Puis on va voir comment toutes ces connaissances que je vous ai amenées hier et que je vais vous amener aujourd'hui se retrouvent dans la nature. Enfin, je l'ai pas mis là, mais on va dessiner un mandala qui est un mandala de fractal. Et ce mandala de fractal, on va fractaliser l'étoile de David, le sceau de Salomon. Et donc, en fait, on va découvrir que à l'intérieur de ce mandala, on va retrouver exactement le ratio qu'il y a entre l'orbite de la Terre par rapport au Soleil et l'orbite de Jupiter par rapport au Soleil. Le Soleil étant notre point central de notre échelle quand on parle du système solaire. Donc voilà, et enfin je vais vous poser quelques questions, comme je vous l'ai dit hier, pour ouvrir vos perceptions. Donc on va essayer d'ouvrir nos perceptions à une vision un peu plus large, peut-être un peu plus complète de la vie, de la réalité, de l'univers lui-même, en essayant de vous apporter cette dimension où je ne vais pas juste vous amener de la connaissance et des connaissances techniques, mais je vais vous amener à réfléchir à votre vie, parce que je pense que c'est important à notre échelle, dans le temps, dans l'espace. Et donc je pense que c'est important d'avoir ces réflexions-là. Allez, on va commencer de suite avec une
connue, donc l'univers à la plus grande échelle connue, le neutrino, le centre d'un atome, c'est la plus petite échelle que l'on connaît. On ne connaît pas, on est incapable de savoir ce qu'il y a au-delà de cette petitesse et au-delà de l'univers lui-même. C'est déjà difficile de savoir la taille de cet univers. Là, on va parler, ça m'amène au fractal. Les fractales, c'est un peu la notion d'infini. Donc le mec qui a inventé les fractales s'appelle Benoît Mandelbrot, selon les prononciations. Donc petite citation de ce Benoît Mandelbrot. La géométrie fractale n'est pas juste un chapitre des mathématiques, mais une discipline qui aide chaque homme à voir le même monde différemment. On va voir la puissance de ces fractales et comment elles s'expriment dans en fait dans notre réalité, dans notre univers. Donc là, je vais aller vous prendre. J'ai un super petit logiciel qui s'appelle Mandelpulper. Donc c'est un logiciel de fractal. Donc basiquement, vous injectez juste une équation, hein, pour faire court, une équation qui colle aux équations de fractal qu'on connaît, et ça va générer un monde infini, plus ou moins complexe selon que l'on croise ou pas les formules. Là, je vais vous livrer, ça c'est une formule de base. Alors c'est la formule, je dirais presque que c'est la formule la plus basique, parce qu'on parle du triangle, c'est comment un triangle se fractalise. On peut imaginer qu'en 2D, on appelle ça le triangle de Sierpinski. En 2D, ce sera qu'une seule face. En fait, c'est la manière dont un triangle se fractalise. Donc, créer des triangles à l'intérieur de triangles, à l'intérieur de triangles, en faisant des espaces tétraédriques. Donc là, notre octaèdre, donc là, on est passé en 3D. Hein. Normalement, les fractales s'expriment, enfin, on les a découverts en 2D, mais elles marchent très très bien en 3D, et en 3D, c'est ce qu'on obtient. Avec cette équation basique de Sierpinski. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à l'intérieur d'une fractale, en 3D, moi je peux zoomer, et bien ce qu'on va retrouver, c'est exactement la même chose répétée à l'infini. Ça fait un peu tourner la tête, c'est normal. Je peux zoomer, ça sera toujours répété à l'infini. Je vais vous donner 3-4 exemples, c'est juste pour faire mon point. Maintenant, partant de là, je vais vous prendre, je vais aller dans Sigma 4D, et Sigma 4D, où j'ai un octaèdre. On garde l'octaèdre, parce que vous allez voir que l'octaèdre est au centre de ce qu'on va dessiner aujourd'hui en fin du cours. Donc, dans mon Cinema 4D, je suis sur mon monde, j'ai toujours donc j'ai mon octaèdre au centre du monde ici. C'est un octaèdre simple. Donc déjà, première chose qu'on va observer, si je me mets en vue de fil de fer, on a un angle où cette forme 3D on voit qu'elle commence à s'agencer, et en fait on va retrouver notre étoile de David. Donc une étoile de David, bien connue des symboles religieux. Donc en fait on va se rendre compte que cet angle, on appelle ça un angle isométrique. J'ai une caméra et un isométrique préparé, boum. C'est magique, ça vient se mettre exactement, la caméra en isométrique se met exactement à 45 degrés de chaque axe en fait. Donc imaginez que ma caméra est au sol ici, elle va être à 45 degrés de mon axe X, à 45 degrés, moins 45 degrés de mon axe Z, et à 45 degrés par rapport à mon axe Y en hauteur. Donc on va avoir cette parfaite vue qui nous crée de la géométrie sacrée. En fait, c'est de là, on va voir très vite, c'est de là que l'on viennent pratiquement tous les symboles de géométrie sacrée quand on regarde à une forme 3D. C'est-à-dire que je peux théoriquement vous produire une fleur de la vie juste avec cette vue et un groupe de sphères en fait. Et ça va être très simple. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, je le ferai dans un cours un peu plus intense sur les solides platoniques. Là, on va voir que donc notre octaèdre nous crée une étoile de David. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce sont des modélisations que j'ai fait pour notre vidéo qui explique le fonctionnement de l'atome. Je vais sortir de ma vue, j'ai mon octaèdre. Ce que je vais vous montrer, c'est que, en fait,
j'ai plusieurs versions de cet octaèdre et des versions qui grandissent au fur et à mesure. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, allez hop. Mettre une texture qui est une texture un peu plus sympa. Voilà. En fait, la seule chose que je fais, c'est prendre des octaèdres et créer un grand octaèdre avec des octaèdres. Donc ça va créer des espaces. Les espaces sont des espaces tétraédriques, c'est des tétraèdres en fait, qui créent l'espace. Donc ce qu'on va avoir avec ce motif, quand je vais reprendre ma vue qui est ici, si je me cache la première version, ce qu'on va obtenir, c'est ce motif. Ce motif, c'est le motif que vous allez dessiner aujourd'hui, plus ou moins. C'est en fait le motif de saut de Jupiter. Donc on va voir qu'à l'intérieur de ce motif, en fait, on peut retrouver l'orbite de Jupiter et l'orbite de la Terre ensemble. En fait, c'est tout simplement une étoile de David fractalisée. Et c'est là qu'on va voir qu'on a des étoiles de la... Si vous vous amusez, ça pourrait être un jeu, vous amusez à chercher les triangles qui s'imbriquent l'un dans l'autre en symétrie. Donc là, on va voir en fait qu'on a un grand triangle ici, on a un grand triangle ici, qui vont nous donner une énorme étoile de David qui prend tout cet hexagone. Mais on a des hexagones à tous les niveaux. Et donc en fait, on voit qu'on a une rotation, et on a encore une étoile de David ici, et une étoile de David à l'intérieur qui est droite, puis de nouveau une étoile de David en rotationné, et ainsi de suite. Et en fait, on peut voir qu'on peut créer à l'infini, dans cet espace, en dessin, en tout cas en dessin géométrique, on peut créer théoriquement à l'infini des étoiles de David qui sont dans des étoiles de David, qui sont dans des étoiles de David. Tout simplement. Et donc on a encore un niveau possible de ce truc, j'ai encore un niveau qui est le plus grand niveau que j'ai. Donc là on va voir quelque chose de plus intéressant, c'est qu'on va voir là une plus grande image de ce qu'on montre, quoi. Quand on met tout ça ensemble, on obtient ce motif. Et ce motif, on peut imaginer que ça ressemble pas mal à une matrice quand même. Ça ressemble pas mal à quelque chose qui pourrait commencer à créer des choses, créer de la matière, créer pas mal des éléments. Donc, ça ressemble un peu à une grille de comment des atomes peuvent se lier entre eux pour créer de la matière. Mais on est toujours dans le même motif, c'est-à-dire qu'on a toujours, ce sont toujours des étoiles de David dans des étoiles de David dans des étoiles de David. Et qui sont toutes créées par, encore une fois, un octaèdre qui est plus ou moins subdivisé en octaèdres. Et donc si, encore une fois, hop, je vous donne une meilleure vue de cette chose, voilà ce qu'on va obtenir. Et donc on a un octaèdre dans un octaèdre dans un octaèdre, on a bien nos espaces tétraédriques, on a bien nos trous à l'intérieur. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir descendre, descendre, descendre et créer en fait des espaces. Donc, c'est comme ça que nous, on voit la création de l'atome. Il n'y a pas que l'espace octaédrique, il y a tous les espaces des solides de Platon, mais aussi des espaces créés par des solides d'Archimède, oui. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer avec l'octaèdre et la fractale, en tant que petite introduction. Maintenant, on va parler de l'infini, puisque vous voyez bien où je veux en venir. En fait, on peut faire ça, ce principe peut se faire à l'infini. Et donc, ce qu'on va avoir, une petite vue de l'infini maintenant, pour vous expliquer comment l'infini, en fait, ça marche. Et c'est assez simple, l'infini,
le truc, en fait, c'est que il n'y a pas qu'un infini, c'est des infinis dans des infinis dans des infinis. L'infini, c'est la notion même de fractal. Et c'est ce qu'on va voir, alors que dans quelque chose qui ressemble à l'octaèdre, comme j'ai pris plutôt en exemple, on peut avoir beaucoup d'autres octaèdres. Et donc, si vous avez suivi le cours d'hier, je vous ai montré cette vidéo passionnante sur les bulles, et comme quoi on pouvait créer des espaces avec des bulles, qui créent des solides, qui ne sont pas des bulles, mais que entre ces espaces créés par les bulles. Donc, on a, quand ce monsieur crée 4 bulles ensemble, il vient souffler une bulle entre les 4 bulles, et la compression de ces 4 bulles forme un tétraèdre. Puis on le voit ajouter 2 autres bulles autour de ces 2 autres grosses bulles, et l'espace central passe du tétraèdre à un espace cubique, parce qu'on a maintenant 6 bulles compressant en équilibre cet espace central pour créer une forme géométrique qui n'est pas une bulle. Et donc ce que je veux en venir, c'est cette théorie des bulles, c'est qu'en fait, c'est la théorie que les infinis sont en fait fractalisés, donc ils sont les uns dans les autres. On a cette notion d'infini au niveau du zéro, mais en fait, on a aussi un infini de nombres entiers, une infinité de nombres entiers. On peut pas dire le dernier nombre entier, on ne connaît pas. On a une infinité aussi dans les nombres entiers négatifs, mais on a aussi une infinité de décimales entre le 0 et le plus 1. On a une infinité de décimales entre le 1 et le 2. On a aussi une infinité qui s'exprime entre le 1 et le 2. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, l'infini, en soi, il est toujours fini. Et c'est un principe qu'on va observer directement au niveau du 1 et du 0, c'est qu'en gros, entre le 1 et le 0, et là c'est là qu'on introduit une notion quantique, c'est qu'en fait, entre le 1 et le 0, entre le on et le off, il y a une infinité de possibilités. Et c'est ça le quantique. Le quantique, en fait, c'est l'infini. Donc le jour où on comprendra vraiment comment simuler ce concept d'infini imbriqué dans l'infini, donc on va réussir à fractaliser notre manière de coder, on va réussir à pouvoir créer des univers et des mondes qui sont en fait très similaires à notre réalité. Et c'est un peu ce qu'essaient de faire les informaticiens quantiques, les scientifiques aussi en physique quantique, c'est craquer le code même de notre réalité, le code même de l'infini. Et donc on va voir que l'infini, en fait, s'exprime à tous les niveaux. Et donc on va parler nous chez Into Infinity qu'il y a une infinité qui part vers l'extérieur et une infinité qui part à l'intérieur d'une limite. Donc on a cette limite. Prenez par exemple le corps humain, c'est très simple. Disons que le corps humain, lui, est fini. Vous pouvez voir que c'est une limite. En anglais, on va dire boundary. Mais on va avoir la limite de notre corps. On va pouvoir le sentir, on va pouvoir voir que on est ce corps, mais il y a quelque chose à l'intérieur, et on ne sait pas où ça s'arrête, et il y a quelque chose à l'extérieur, et on ne sait pas où ça s'arrête. Et donc c'est un peu ce concept, que l'infinité s'exprime au-delà, mais aussi à l'intérieur d'une limite. Et donc tout ce qui est à l'intérieur d'une limite, c'est infini vers le bas, mais ça va être fini vers le haut. Mais en fait, c'est juste théorique. Normalement, tout est fini. Comme on peut voir, entre 1 et 2, on a 2 limites finies, mais on a l'infini au centre. Et donc, je sais que c'est un peu abstrait, je vais essayer de vous expliquer ça avec des exemples dans la nature. On va prendre le flocon de neige. Donc là, c'est le flocon de neige de Koch. Alors, je sais pas comment on le prononce en allemand, mais il est venu avec ce motif de réfraction de triangle, en fait, pour créer une fractale. Et donc, c'est une des équations fractales qu'on connaît et qui s'exprime, par exemple, dans les, hop, un petit curseur rouge, dans les flocons de neige. Donc, on va voir que notre limite, c'est un hexagone. Exactement comme on a vu dans le logiciel 3D, quand je vous ai montré la limite du premier, on va y repasser vite fait, pour que je fasse mon point, tac. Donc là, on voit bien qu'autour de mon étoile de David, j'ai un hexagone. Et ça, c'est aussi la même limite qu'on va retrouver justement dans le flocon de neige. Le flocon de neige, en fait, il est dans un espace octaédrique. S'il devait être dans un espace vraiment 3D, mais il s'exprime à plat. Et donc, même à plat, il va être grandement influencé en fait par l'espace supérieur dont il vient. Donc, ce qu'on expliquait hier avec le torus et la 4D, c'est qu'en fait,
la 4D vient imprimer mettre son empreinte dans l'espace 3D, et son empreinte dans l'espace 3D, c'est une visualisation, c'est comme une vue en 2D de ces formes qui sont des formes 4D. Donc je vous ai montré hier avec la coquille de Nautilus, mais aussi avec le tournesol, comme quoi le torus pouvait s'imprimer dans notre espace 3D. On a l'impression que, en 3D, on voit cette forme, mais en 4D, on va voir, c'est juste que c'est une projection d'une forme beaucoup plus complexe, en mouvement, et donc c'est cette projection de la 4D qu'on va voir en 3D. Donc on va voir partout dans la nature ces concepts en fait du torus ou des motifs de géométrie sacrée qui s'encodent dans la nature. C'est plus ou moins subtil, mais c'est toujours là. Donc c'est ce que je vais vous montrer avec ces flocons de neige. Donc là on voit bien, donc on crée exactement ce qu'on a vu sur mon octaèdre dans mon espace 3D précédemment, avec son simulacre de cube au centre, et on voit en fait qu'un flocon de neige, il va avoir la même structure, il va avoir la même limite extérieure, par contre à l'intérieur, vu que c'est de l'eau, il va s'exprimer différemment, il va se cristalliser selon différents motifs, en accord, et c'est ce qu'on va voir un peu plus juste après, en accord avec les éléments les éléments de la table périodique dont l'eau va être en contact. Et l'eau adore assimiler des choses. Donc l'eau, c'est très rarement pur. C'est ça qu'on veut dire. C'est que de l'eau pure, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps, l'eau pure est considérée comme un des plus puissants corrosifs au monde. Parce que l'eau déteste être juste de l'eau. Elle aime assimiler ce qu'il y a autour. C'est pour ça que l'eau érode les montagnes, érode des choses très 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 dures, parce que c'est sa nature. Et donc, ce qui nous amène aussi à une réflexion sur le corps humain, pour aller à l'intérieur, c'est que notre eau dans le corps humain nous aide à assimiler les éléments de l'extérieur, donc joue un rôle primordial dans la digestion et dans la manière dont on va assimiler et acheminer les éléments dont notre corps a besoin au bon endroit. Et donc là, on va voir que selon les minéraux, disons les minéraux ou les éléments de la table périodique que l'eau a assimilé sur son chemin en tombant du nuage jusqu'au sol, on va avoir différentes expressions en termes de formes géométriques au niveau du flocon de neige. C'est magnifique. Et ça crée une infinité de possibilités, parce que comme je vous le dis, ça dépend de l'environnement, et l'environnement n'est jamais, au grand jamais, identique. Ni identique au même endroit, ni identique au même moment. Et donc on a cette notion, on voit bien cette notion de limite dans notre hexagone, de limite dans l'espace, mais à l'intérieur, on va voir des formes géométriques qui vont se multiplier à l'infini. En fait, c'est un peu notre principe ici, c'est que on pourrait zoomer, on retrouverait toujours des petites excroissances qui s'exprimeraient à l'intérieur ou sur les côtés de nos branches, tout simplement. Donc ça m'amène au motif dans la nature. Et là, on parle je parle d'une seule structure pour une infinité de possibilités, tout simplement parce qu'on voit que on part plus ou moins en fait de la fleur de la vie, du torus, pour exprimer tout notre espace 3D, et même l'humain, la manière dont il s'exprime, la manière dont on construit une ville, par exemple. En fait, on se rend pas compte, mais on suit ces schémas. La nature nous force à suivre des schémas bien précis. Et quand bien même ils soient subtils, et quand bien même ils soient légèrement aléatorisés, en fait, ils sont très 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 proches de la perfection, bien plus proches qu'on ne peut l'imaginer. En fait, ce très petit décalage créé par l'univers, par la nature, par le réel, on ne sait pas trop encore ce qu'il y a derrière tout ça, ce tout petit décalage crée la variété qu'on connaît à la nature. C'est ça qui est assez impressionnant. Là, j'ai commencé par une vidéo de Nigel Stanford. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas la passer en entier et je vais pas vous passer le son, parce que la dernière fois, on a eu des problèmes parce qu'on passait des vidéos de YouTube. Et YouTube détecte automatiquement qu'on passe en live ces vidéos ou de la musique et donc nous coupe le live, ce qui est pas vraiment marrant. Donc là, on va parler rapidement, je vais laisser ça charger. On va voir cet homme, c'est un musicien, et donc c'est un musicien passionné par ce qu'on appelle la cymatique. La cymatique, c'est la science des fréquences. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait,
dans cette science, on a développé des techniques pour visualiser les fréquences. Et on s'est rendu compte que les fréquences, dans leur vibration, parce que tout est toujours vibration, tout est toujours en mouvement, dans leur vibration, elles créent basiquement des fractales, mais pas seulement juste des fractales, des schémas géométriques. Et donc des schémas géométriques logiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette histoire. Et c'est ce qu'on va pouvoir visualiser avec des tables. Donc là, c'est la première chose qu'on va voir avec des tables vibrantes qui ont en fait du sable dessus. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et voilà, on voit très vite que quand il change de note, là, hop, on va remettre. La forme change tout simplement et voilà, elle change de forme. Mais j'ai un schéma ici, et on va voir que ces expressions du son vont s'exprimer différemment, mais selon toujours des patterns géométriques. Et on va voir en fait que ça va s'exprimer même dans la nature, comme on peut le voir sur la tortue, comme on peut le voir sur le tigre, et comme on peut le voir aussi dans l'étoile de mer par exemple, mais on peut imaginer que c'est aussi la fréquence dont s'exprime, dont utilisent les plantes et les fleurs pour s'exprimer. Et on voit que en fait, toute la création se fait sur un niveau, on va dire, de fréquence, qui va définir la forme et la taille en fait, de la chose vivante ou de l'expression, on va dire, de la matière qui va prendre cette forme. Donc, on a pour chaque être vivant, pour chaque chose, en fait, une certaine fréquence d'existence. Et on va les voir se retrouver au niveau même de l'atome. On verra ça beaucoup plus tard. En fait, les fréquences prennent une place prépondérante à tous les niveaux de l'existence et à tous les niveaux de notre réalité. Et on va voir que la nature va s'exprimer, les éléments vont s'exprimer à travers ce qu'on appelle les symétries. Donc là, on va voir qu'on a des motifs qui sont assez familiers, en fait, hein, entre les toiles d'araignée, les cellules, les bulles, les craquements de la terre, les rivières, les manières dont les montagnes, là, ça ressemble à des îles du type des îles écossaises, dans le nord de l'Écosse, par exemple. Des veines, on va avoir des choses qui sont un peu plus électriques, des choses un peu plus organiques, voilà. Du sable, ici le vent et le sable. On va voir rapidement, je vous ai préparé quelque chose dans Cinema 4D, je vais faire ça rapidement. Alors, dans mon logiciel 3D, j'ai aussi ces symétries d'une certaine manière. Donc là, on a hop, je vais le centrer un peu. Et je vais vous montrer où ça se trouve. On va prendre quelque chose de plus parlant. On va prendre le déplacement. Voilà. Donc, le déplacement, ce que ça va faire, c'est que ça va pousser la matière. Ça va pousser la matière. Et donc, je vais lui dire de le faire selon un bruit. Et donc, les bruits, il faut savoir que nous, dans la création d'audio, d'effets spéciaux, on va utiliser le bruit, ce qu'on appelle le bruit fractal. C'est des bruits autogénérés, donc ils sont générés par ordinateur. Donc, c'est des équations toutes simples, et on se rend compte que pour créer des choses de plus en plus réalistes, on en est venu à utiliser des bruits qui sont en fait des bruits basés sur les fractales. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer que tout simplement, quand je change mon échelle, vous voyez mieux. Et là, vous allez avoir un feedback direct de ce que fait ce bruit. Et on va voir, on va prendre un par un. Et on va voir en fait qu'il crée différents motifs, des motifs plus type pixel, des motifs plus type brouillard, ou plus voilà, plus ou moins organiques, mais surtout tous
tous faisant partie un peu enfin, on les utilise tous pour faire pour simuler des océans, pour simuler des arbres, de la terre, comment on fait une forêt. On va utiliser ces bruits-là pour donner cette impression organique, cette impression d'aléatoire. Nous on appelle ça un bruit fractal, et c'est des bruits fractaux avec basés sur différentes équations. Et on va voir que en fait, il nous crée vraiment des effets feu, ou des effets plus électriques, ou des effets plus minéraux, plus aqueux, comme celui-ci. Et on va utiliser ça, on va les mettre ensemble pour créer de plus en plus d'aléatoires, en fait, tout en essayant de recréer, là, les cellules, tout en essayant de recréer ces effets, en fait, recréer la vie réelle. Et donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir que ces symétries-là, elles se retrouvent partout. Elles se retrouvent partout en fonction des éléments. Je vais mettre avec moins par-dessus. Donc, on peut estimer, par exemple, que de l'eau hop, allez, boum. Voilà, donc là, on les retrouve partout dans des vraies photographies hein, de la nature. Donc, on va avoir notre terre craquelée, notre effet. Alors ça, c'est complètement, on dirait qu'on est dans mon logiciel de fractal. C'est un chou romanesco. Le chou romanesco, c'est exactement en plein dans le mille, quoi. C'est le légume fractal. On a vu hier le tournesol. Donc, le tournesol s'exprime aussi vers l'infini, le point avec du cercle vers l'infini. Et on a vraiment ce torus, le torus directement intégré à l'intérieur en tant que motif. Au niveau de des empreintes digitales, donc là on le voit, c'est plutôt celui-ci. C'est les empreintes digitales, ça se retrouve à plein d'endroits aussi. Le vent avec l'eau, donc le vent va créer aussi autant des vagues, donc quelque chose de plus fluide, on va dire, plus régulier que ce que donne le vent avec du minéral. Le vent sur du sable, par exemple, où les dunes vont être cassées, tout être cassé comme des vagues figées dans le temps. Là où le vent dans l'océan, les vagues sont toutes lisses, mais s'expriment sous le même principe. Ensuite, on va avoir deux types de plans. On a le type de plan qui s'exprime avec des notions de fractal direct, voire des références aux formes 4D, comme le torus. Ici aussi, on voit une expression là dans une sphère, carrément, mais donc on n'est pas sur du nombre, on est plus sur des ratios. Donc là, sur ce genre de plantes, on va s'intéresser aux ratios, avec celle-là également. Mais sur ce genre d'expression dans la nature, on va s'intéresser au nombre, et on va voir qu'en fait, certaines plantes, on va les voir dans un autre cours, mais certaines plantes, si vous commencez à observer les fleurs, il y a des fleurs avec un certain nombre de pétales, elles s'expriment toutes d'une certaine manière, elles ont toutes un nombre de pétales bien précis, jusqu'à un nombre où en fait on part du principe qu'elles s'expriment d'une autre manière. C'est pas vraiment via le nombre, mais c'est via la suite de Fibonacci, ou le nombre d'or, ou l'angle d'or, ou pi, donc voilà, tous ces ratios un peu qui nous servent en fait à recréer pas mal de choses dans la nature, hein, surtout à les observer. Et de là, on va voir que en fait les mêmes motifs se fractalisent. Ils vont être là, présents subtilement à différentes échelles. On voit qu'en fait un éclair, c'est un peu la même chose qu'on voit sur un arbre. En fait, c'est un peu un arbre dans le ciel quand on voit la structure, mais aussi ressemble beaucoup aux feuilles d'un arbre. Et quand on imagine, on peut imaginer par exemple que dans l'air, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est ce réseau ici. Ce réseau 3D, on va dire, il faut l'imaginer dans l'air, il y a un réseau 3D, une matrice comme ça autogénérée, qui va définir en fait le circuit qui va prendre l'électricité dans l'air. Et donc c'est pour ça que l'énergie, on va dire l'énergie dans l'eau va s'exprimer à travers un orage de cette manière, donc à travers les éclairs de cette manière, mais l'énergie dans la matière, l'énergie dans l'eau, mais qui s'exprime à travers un végétal, va s'exprimer de cette manière. On n'est pas très éloigné, ça va s'exprimer de la même manière, c'est un peu l'eau. Et quand on regarde en bas, on a les veines et aussi les rivières, ça s'exprime un peu de la même manière, c'est juste que l'eau traverse quelque chose de différent, et donc on va dire que là, l'eau est traversée par l'éclair, mais c'est l'eau qui définit, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'éclair. Donc l'eau définit bien
L'eau dans l'air définit bien en fait le fait qu'on ait des éclairs, tout simplement. Et donc, on voit bien ce rapport entre différents éléments, différentes expressions de choses qui se passent dans la nature, mais elles se passent selon un même motif, une même matrice, si on veut, qui pourrait être, par exemple, je me réfère à ce que je vous ai montré dans la 3D juste avant, qu'au bout d'un moment, cet espace d'octaèdre, si on le fractalise, il commence à ressembler à une matrice. Donc c'est un peu ce qu'on veut imaginer. Si vous imaginez les cristaux s'agencent aussi très parfaitement de manière géométrique. Parce qu'ils ont ce parfait alignement. C'est pour ça qu'ils sont transparents aussi. C'est pour ça que la matière, la lumière peut les traverser. Parce que, on va dire qu'ils sont tellement agencés parfaitement que la lumière a pas vraiment, elle se cogne jamais, elle traverse, elle fait de la réfraction. Elle va juste changer de direction. Être influencée par le milieu du quark, peu importe. Mais on va voir aussi qu'une galaxie, ce que je vous ai dit pendant la vidéo, une galaxie ressemble étrangement à un ouragan dans l'espace, en fait. C'est un ouragan dans l'espace, avec une autre temporalité, parce que, forcément, dès qu'on change d'échelle, dès qu'on change de bulle d'existence, disons que, pour revenir un peu à ce concept de bulle, et pour faire le rapport avec les échelles, admettons notre plus grande bulle que l'on peut concevoir, c'est l'univers. Ensuite, on va avoir notre galaxie à l'intérieur, donc une autre bulle qui est en train de flotter dans cette grande bulle avec d'autres galaxies. Dans notre galaxie, on va avoir encore plein de bulles qui sont en fait les systèmes solaires, les milliers de milliards de systèmes solaires. Puis on va aller au niveau de notre système solaire. Notre système solaire, c'est aussi une bulle. Et quand on dit une bulle, bien sûr, quand je dis une bulle, c'est en fait un champ électromagnétique. Mais aussi, on le voit dans l'espace. On voit dans l'espace que notre galaxie, notre système solaire, sont des choses qui sont plutôt sphériques. Et on voit les orbites, c'est des choses qui sont plutôt sphériques aussi. Donc, on des cercles, hein, mais c'est pas vraiment non plus des cercles. C'est plutôt dans l'espace sphérique quand on prend toutes les orbites. Et ensuite, on va avoir notre Terre. Et notre Terre, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une sphère. Et donc, notre sphère, on va avoir notre bulle, qui est la bulle Terre. Et ensuite, on peut descendre encore. On peut se dire que maintenant, c'est l'être humain qui va créer les bulles. On va dire qu'un pays, c'est une bulle, parce qu'on a une certaine culture, une certaine ambiance. Vous savez, vous mettez le premier pied dans un pays différent, vous savez que vous êtes dans un pays différent. Donc c'est une bulle en soi. Et ensuite, vous allez descendre dans la société, dans des bulles, jusqu'à arriver à vous-même, la dernière bulle que vous pouvez atteindre en descendant. Parce qu'après ça, disons que c'est vos cellules. Vous n'avez pas conscience de l'existence de vos cellules. Vous ne pouvez pas prendre la place d'une de vos cellules et la diriger et avoir cette conscience-là. Donc la dernière bulle que vous allez expérimenter, c'est vous. Et en fait, vous êtes le point au centre de votre bulle, votre champ électromagnétique. Et vous pouvez le constater quand, par exemple, quelqu'un vous approche un peu trop, et sans que vous vous attendiez, vous avez un espace autour de vous qui est invisible, mais qui est en fait votre espace un peu de sécurité, on va dire à peu près 1 mètre autour de vous, un espacement de bras. Et donc cet espace-là, c'est votre champ électromagnétique, et c'est pour ça que si quelqu'un arrive près de vous, un peu brutalement, vous allez le sentir venir, et c'est pour ça qu'on sent les gens derrière nous aussi, parce qu'on sent en fait leur présence, et leur présence, c'est juste leur champ électromagnétique. Donc pour les gens qui sont dans le milieu un peu plus spirituel, on va parler d'aura, on va parler de ce genre de choses, mais c'est bien ce que c'est bien un champ électromagnétique, le champ électromagnétique de votre être, de votre être, enfin voilà, de vous-même. Donc ça m'amène à ces histoires de bulles, à vous parler du sceau de Jupiter. On va essayer de trouver les orbites de la Terre et de Jupiter au travers du sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, ce qu'on appelle l'étoile de David. Et donc comme je vous ai montré, je fais une petite intro sur les orbites de planètes et les ratios entre elles. Donc on va voir en fait que les planètes dansent entre elles d'une certaine manière. Donc c'est plus ou moins parfait, mais c'est toujours magnifique, je trouve, à mon avis. C'est mon humble avis, je trouve que c'est toujours majoritairement magnifique, notamment Vénus et la Terre, qui est quand même la plus belle, et la plus parfaite. Et donc il faut savoir qu'il y a toujours un léger décalage, vous pouvez le voir, il manque un petit chouïa à chaque fois, il y a un petit... voilà. Donc ce léger décalage, c'est encore une fois cette manie qu'a la nature de randomiser, de rendre un peu aléatoirisé toute expression de l'existence, toute expression de la matière dans l'espace-temps. Et donc on va voir que
que les orbites de planètes peuvent être définies très facilement à travers la géométrie sacrée, et qu'elles ont toutes une danse entre elles qui est toujours régulière et à peu près symétrique. Et donc, pour vous expliquer un peu ce décalage qu'on voit un peu partout, et c'est ce que j'ai pensé à ça aujourd'hui, c'est qu'en fait, imaginez, vous vous souvenez de c'était hier encore une fois, j'ai parlé dans la première partie, j'ai parlé du point et du cercle, donc du point de quand on laisse tomber un objet dans l'eau ou une goutte d'eau dans de l'eau, une surface plane d'eau, on va avoir cette répercussion en petites vaguelettes qui partent en cercle. Et donc après, on peut imaginer qu'au bout d'un certain temps, en fait, cette énergie que vous avez mise dans l'eau, qui crée des vaguelettes, va s'atténuer, se refondre dans l'eau. Il faut savoir que l'eau ne va jamais redevenir plate. L'eau va toujours conserver une légère vibration de cet événement. Et donc c'est pour ça qu'une étendue d'eau, en fait, conserve tout ce qui s'est passé dans son existence, si on veut. Parce que c'est impossible d'aller à zéro. Et on va voir ça avec la musique, on va voir que ça se retrouve un peu partout. Et en fait, c'est que tout tend à l'équilibre, mais ça ne fait que tendre à l'équilibre. Disons qu'on va à chaque fois... Prenez 1, divisez-le par 2, puis divisez le résultat par 2, puis divisez le résultat par 2, puis à chaque fois que vous divisez par 2, imaginez que c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe dans la musique, c'est pour ça qu'on pense que c'est aussi ça qui se passe. Si vous divisez ça par 2, vous n'allez jamais atteindre 0. Vous allez juste atteindre le résultat précédent divisé par 2. Donc vous allez tendre à l'infini. Vous allez tendre à des valeurs qui sont très très proches de 0, mais vous n'aurez jamais le 0. Et c'est pour ça qu'on a un léger décalage. Et en fait, on peut imaginer que dans le temps, ce décalage va toujours se rapprocher de 0, donc de l'orbite parfaite pour créer des motifs géométriques parfaits. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas parfaits, mais qu'ils tendent à le devenir. Et on va voir normalement si au fur et à mesure des temps, on va pouvoir observer ça. Donc là, on parle de beaucoup de temps, parce que les cycles, vous vous doutez bien que les cycles des systèmes solaires sont pas les mêmes qu'un cycle humain. Mais dans l'idée, c'est ce qui va se passer. Et donc, on va voir aujourd'hui le saut de Jupiter. Donc, saut de Jupiter, c'est celui-ci. L'orbite de Jupiter par rapport à la Terre. Donc, voici l'orbite de Jupiter à l'extérieur. L'orbite de la Terre ici. Le Soleil, c'est le point central. Un autre point, notre cercle extérieur. Donc, on va la construire très facilement. On va construire ça à partir d'une graine de la vie. Donc là, vous pouvez voir aussi, ce que je vous montre, c'est qu'en fait, on parle d'un espace octaédrique. C'est pour ça que dans mon octaèdre, en prenant la vue que je vous ai prise avec ma caméra, on arrivait à voir une étoile de David, un sceau de Salomon. Parce qu'en fait, un octaèdre, c'est un sceau de Salomon. Donc là, c'est là que ça va parler un peu plus aux alchimistes. Je pense qu'ils ont déjà réagi au saut des planètes. Mais les chimistes, les alchimistes, les physiciens et les géomètres vont être ravis de voir qu'en fait, une étoile de David représente un espace octaédrique. Et donc on va voir aussi dans le cours sur l'atome, qui viendra plus tard, l'importance de cet espace octaédrique, et comme quoi l'espace octaédrique est le premier à venir après l'espace sphérique. Avant le cube, avant le tétraèdre, avant tout ça. Et donc on va se faire la petite... voilà, c'est le moment d'aller dessiner. Vous allez voir, c'est très très simple. On va partir... Hop. On va partir comme hier, on va créer la graine de la vie. Donc vous avez exactement la manière de créer ça, vous l'avez dans la première partie de ce cours. Vous pouvez observer comment on le refait avec moi. Voilà. Donc vous pouvez dessiner au compas ou vous pouvez dessiner sur GeoGebra. Donc GeoGebra, vous pouvez y accéder via, hop, je vais vous mettre en plein écran, via notre classe ici. Donc classroom/Baptiste avec un S-classroom ou sur intoinfinity.com/live et vous avez un bouton pour rejoindre la classe. Donc dans cette classe, vous allez avoir GeoGebra, cette petite icône, qui va vous permettre de dessiner. Sinon, vous pouvez, alors moi je recommande bien sûr l'utilisation du compas, d'une bonne vieille feuille de papier et d'un crayon, tout simplement parce que dessiner dans le monde physique est toujours plus sympa. Et après, vous pouvez colorier, vous pouvez faire de l'art avec, c'est quand même
plus sympa qu'un logiciel qui est vraiment là pour vous montrer la construction. Donc ce qu'on va faire, je vais sélectionner, je vais sélectionner tout ça. Voilà, exactement ça que je cherchais. Parfait, alors maintenant on va prendre notre segment et on va voir comment on trace la première étoile de David. La première étoile de David, c'est simple, on va aller prendre ce point là-haut, ici, H, on va aller prendre ce point-là et ce point-là, I et J. Et on va voir en fait que ça va faire la tangente à mon cercle central, en prenant un segment. Ce que je vais faire, c'est que je vais lier ces points et je vais avoir tout simplement mon premier triangle. À partir de ce triangle, en fait, je vais aller trouver les trois autres points qui sont en fait ici. C'est un peu, on le retourne et on crée en fait un tétraèdre étoilé qu'on a appelé Merkaba dans le monde de la géométrie sacrée et dans la religion aussi. Et on va lier nos trois points aussi pour avoir notre étoile de David qui apparaît. Avec l'étoile de David, on va avoir notre... Donc on va avoir un hexagone à l'intérieur, on va pouvoir voir qu'on a un hexagone à l'extérieur aussi, hein, si vous l'imaginez. Et donc à partir de là, ce qui va être magique, c'est qu'on n'a plus besoin de rien pour... parce que, comme je vous dis, ici, il y a théoriquement un hexagone aussi. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir de cet hexagone, vous allez juste pouvoir tracer les étoiles de David qui vont des étoiles de David qui vont se réverbérer à l'intérieur. Donc c'est là qu'on voit venir le concept de fractal, parce qu'en fait, une fois que j'ai ma limite extérieure, pour aller à l'intérieur, j'ai plus besoin de rien. J'ai juste besoin d'aller prendre les coins de mon hexagone et de faire mes triangles. Et donc ça, théoriquement, je peux le faire à l'infini, puisque vous voyez qu'à chaque fois que je vais créer un nouveau niveau, je vais créer tout simplement une nouvelle possibilité de créer une étoile de David. Et donc là, on voit bien comment ça fonctionne. Je vais pas le faire à l'infini, sinon ça va devenir un bazar. Je vais faire disparaître les labels. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on trouve maintenant l'orbite de Jupiter et l'orbite de la Terre. Donc l'orbite de Jupiter, c'est assez simple, ça va être l'orbite de référence, l'orbite extérieure, la plus éloignée dans notre dessin. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est on va aller chercher trois niveaux inférieurs. Donc là, on va estimer que là, c'est notre premier niveau, notre deuxième niveau, notre troisième niveau. Donc là, on va aller ici, et là, en fait, on va se rendre compte que cet objet-là, c'est notre orbite de la Terre. Au centre, notre Soleil, notre orbite de la Terre et notre orbite de Jupiter. Maintenant, les deux autres choses qui sont dans mon... je vais vous laisser un petit peu regarder ça, voilà. Sinon, vous pouvez toujours relire la vidéo ou profiter de la rediffusion pour prendre le temps de dessiner bien comme il faut. Mais dans l'idée, c'est ce qui va se passer, c'est tout simplement avoir cette première étoile de David, et depuis cette première étoile de David, vous prenez à chaque fois les hexagones, et des coins des hexagones, vous faites partir des triangles. En fait, quand vous réfléchissez, hein, vous prenez deux points, vous faites partir un triangle. Un triangle, c'est tout simplement, ça va lier tous les points de l'hexagone entre eux. Après, vous pouvez aller du niveau inférieur, niveau inférieur. L'extérieur va définir Jupiter, et ensuite on compte un hexagone ici, deux hexagones, trois hexagones. Le troisième hexagone, on fait un cercle, et le cercle, vous pouvez prendre, pour faire un cercle, bien sûr, vous prenez cette distance avec votre compas, et vous allez tracer autour, et vous allez avoir l'orbite de la Terre. Donc, ce qu'on appelle le saut de Jupiter, c'est la vraie orbite de Jupiter. Donc c'est précis à 99,8%, et c'est précis à 99,8% pour les mêmes raisons que ce que je vous expliquais juste avant. C'est que, admettons que l'univers a été créé comme de la même manière qu'on laisse tomber une goutte sur une surface d'eau plane, le temps que ça se stabilise, le temps que ça revienne à la perfection, à l'unité, eh bien, on va observer, dans ce laps de temps, observer plus ou moins d'irrégularités dans les motifs qui sont censés être parfaits. Cependant, avec l'utilisation du compas, avec l'utilisation des mathématiques, on retrouve en fait la perfection. Et on voit que tout tend à la perfection. Donc, on parle pour cette orbite de ce ratio, on parle de vraiment 99,8% précis. C'est quand même pas mal.
on peut assumer que c'est à peu près la bonne mesure. Et voilà, donc on a fini avec ça. Quelque chose de marrant, c'est qu'en fait, on a la ceinture d'astéroïdes est en fait ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire passe exactement dans ce triangle en fait. Donc on va voir qu'elle ressemble plus à un triangle qui est un peu bombé sur nos côtés, mais on voit aussi que les amas d'astéroïdes de cette ceinture d'astéroïdes se trouvent exactement à nos points. Donc c'est les Troyennes et les Grecs, ici ils appellent les Troyennes les deux. Donc c'est nos amas d'astéroïdes qui vont tomber exactement sur nos pointes de triangle qui touchent l'orbite de Jupiter. Donc ça c'est assez intéressant comme coïncidence, comme quoi il y a vraiment des forces qui sont géométriques et qui agissent dans l'espace à tous les niveaux. Et c'est ça que nous montre ce magnifique saut, c'est ça que nous montre en fait aussi ces proportions, c'est que même le système solaire suit les mêmes proportions que va suivre la nature que l'on peut observer sur le pas de la porte. Et donc c'est un peu tout l'enjeu de ce cours, de cette première introduction, c'est de vous montrer à quel point, et là je vais aller sur mon récap, c'est de vous montrer à quel point notre univers peut s'observer sans aller très loin, parce qu'en fait tout va suivre les mêmes règles, les mêmes formes géométriques, si on parle de perfection, avec un léger décalage, qui est le décalage créé par le fait que nous sommes divisés. S'il n'y avait pas de décalage, nous serions tous unis, donc il n'y aurait rien. Et c'est un peu le concept aussi de cycle et de vibration que j'ai introduit hier, comme quoi en fait il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de différenciation, et s'il n'y a pas cette notion de vie et de mort, de début et de fin, de respiration, de cycle de jour et de nuit, et donc tout ça vient ensemble pour créer justement notre réalité, et le fait que nous soyons divisés, pouvons interagir ensemble, tout simplement. Et donc si on n'était pas divisés, il n'y aurait pas d'existence, il n'y aurait pas de vie, il y aurait juste un zéro infini, et pas vraiment non plus de négatif ni de positif, pas vraiment de bonheur ni de malheur. Et donc on serait un peu dans un monde un peu inintéressant. Et donc ça aide à nous faire relativiser la valeur de la vie, tout simplement. Donc on vous a vu les fractales et la notion d'infini, comme quoi l'infini c'est toujours fini, comme quoi l'infini ça va s'exprimer vers l'extérieur et vers l'intérieur, toujours dans cette notion d'infini, mais on aura toujours cette notion de limite. Et cela nous montre la relativité de l'espace-temps. Donc avec cette notion de bulle, on peut imaginer que la vie qui se passe dans un système solaire est beaucoup plus lent, la perception, si le système solaire, ou même si la planète Terre avait un esprit, une conscience, le temps serait une notion bien différente, tout simplement parce que elle a une différente échelle. Et donc quand on regarde des insectes, par exemple, on voit bien que des insectes, et on a l'impression, enfin je vous invite à observer les insectes et à vous poser la question de s'ils ont le même espace-temps, s'ils ont la même perception en fait, si on parle juste de perception, la même perception du temps. Parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Quand vous essayez d'attraper une mouche, le temps que vous attrapiez la mouche elle vous a regardé, elle a pris son café, et elle s'est dit, bon, allez, là, c'est l'heure d'y aller, quoi. Mais, enfin, faut être vraiment rapide pour arriver à attraper une mouche, ou on voit bien avec les moustiques, etc. Voire même les fourmis qui vont très vite et qui portent des charges énormes. Et donc ça s'exprime aussi là-dedans, c'est que, en fait, une autre échelle et une autre loi de la physique. C'est pour ça que les insectes peuvent marcher sur les murs. Enfin, définitivement, on a l'impression qu'on n'est pas soumis aux mêmes lois de la physique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus vous allez entrer dans des bulles, plus vous allez aller loin dans cette notion, donc plus vous allez aller loin en haut, plus la notion de temps va s'étendre, plus un cycle va être énorme en fait, plus vous allez vous rapprocher de l'humain, plus le cycle va être plutôt de l'ordre l'humain, c'est un cycle de vie et de mort, vous voyez bien, ça dépend de 60 à 100 ans, pour être large. Alors que un insecte va avoir une durée de vie beaucoup plus courte, mais on parle aussi, je vous amène à y réfléchir, on parle aussi d'années-chiens, et on parle d'années-chiens parce que tout simplement parce qu'ils ont une autre référence du temps, et donc ça fait sens de parler d'années-chiens, comme ça ferait sens de parler d'années-fourmis, ou voilà. Et d'années-hommes. Donc on a cette vraie relativité à tous les niveaux, et donc cette relativité on va la retrouver aussi dans les motifs
de la nature, en parlant de l'infini, on va voir que ça exprime, on a vu que ça exprimait des fréquences, la cinématique, très rapidement, hein, je vous invite à vous intéresser sur le sujet par vous-même. Je vais faire un cours sur le son, sur le cours sur le son et la musique, il y aura de la cinématique, bien sûr. Ensuite, on a vu dans ces motifs de la nature qu'on a des motifs récurrents et qui sont fractalisés. Par exemple, les éclairs, ça fait un bras, il y a un grand bras qui se divise en bras comme un arbre, qui vont se diviser encore, et après, si on prend l'arbre, jusqu'au niveau des feuilles, quand on regarde une feuille, on a l'impression que c'est encore la même chose qui se passe. Un bras général qui va se rediviser, jusqu'à former, en fait, jusqu'à aller au niveau atomique. Et on va avoir une même dynamique, une même expression de la réalité, expression de la matière, peu importe l'échelle. On va juste avoir une expression de la physique différente. Bien sûr, dans l'espace, on n'a pas les mêmes forces, voilà. Mais par exemple, le vent dans l'espace, c'est peut-être quelque chose qui s'exprime différemment. En fait, qu'on n'a pas encore compris que certaines choses qu'on observe dans l'espace sont juste des éléments qui font que l'espace est aussi un espace vivant. Donc, on va avoir une galaxie qui ressemble à un cyclone ou un ouragan. Et donc ensuite on a vu rapidement donc le saut de Jupiter, comme quoi jusque dans notre système solaire on observe encore la même chose, les mêmes cycles, les mêmes motifs, et comme quoi juste dessiner sur une feuille de papier peut nous faire comprendre les espacements qu'il y a entre les orbites, les espacements qu'il y a dans notre système solaire, comment ça fonctionne, comment ça s'agence, et aussi où se placent en fait les objets stellaires dans l'espace, tout simplement. Parce qu'ils se placent de la même manière logique que ce que l'on peut trouver dans notre propre nature, dans notre propre environnement, dans notre propre bulle Terre. Et donc pour vous ouvrir un peu à vos perceptions, l'univers vu sous un angle géométrique, comment je vais vous amener à réfléchir à la première. Est-ce que l'univers, c'est rien que l'univers? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Y a-t-il un au-delà de l'univers? Ou est-ce que l'univers, ce qu'on appelle l'univers, c'est la bulle la plus haute, et qu'après ça, il n'y aurait plus rien? Sommes-nous tous interconnectés? Donc ça, c'est un peu quelque chose qui va se référer au fractal et à la fleur de la vie. Donc comment en fait on crée notre réalité ensemble, et on n'est pas, enfin, on est tous divisés, mais en fait, sommes-nous tous divisés dans la division, ou sommes-nous tous divisés dans l'unité? C'est ça la vraie question. Et ensuite, quelle est l'échelle, la vraie échelle, si on sort du concept de mètre, ou oui, en France on a le mètre. Donc si on sort de cette échelle, de l'échelle créée par l'homme, hein, faut pas oublier que le mètre c'est une unité de mesure créée par l'homme pour se mettre à une échelle. Donc je vous invite à réfléchir au monde sans cette échelle, à revisionner peut-être cette vidéo en meilleure qualité que ce que j'ai pu vous montrer à cause de l'internet, à visionner cette vidéo et à vous rendre compte à quel point on est petit, mais aussi à quel point on est géant. Et donc, quelle est l'échelle de notre vie, et à quelle échelle voulez-vous vous situer également? Parce que je pense que c'est ça la vraie question, c'est où est-ce que vous vous situez? Et dans quel cycle vous vous situez? C'est ça la magie de l'être humain, c'est qu'il n'a pas à forcer de se mettre dans un cycle, et dans un cirque. Par contre, il peut choisir de s'inclure dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 cycles qui ont différentes échelles. Un cycle de 10 ans, un cycle, par exemple, vous faites le même travail pendant 10 ans, ça va être un cycle de 10 ans, et à un moment vous allez peut-être en avoir marre, vous allez vouloir commencer un nouveau cycle. Et tous ces cycles-là vont faire, en fait, sur la longueur de votre vie, un grand cycle qui va être, en fait, comment vous êtes débrouillé pour pas vous ennuyer dans votre vie, et pour respecter un peu cette nature de vibration et avoir cette satisfaction dans la vie. Moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai trouvé une satisfaction dans la vie, c'est en restant en mouvement, en vibrant à plusieurs échelles. Mais c'est important de se rendre compte de quelle est notre échelle, et aussi quelles sont les possibilités de perception de ces échelles.
On voit là, je vais me remettre en grand. Allez. Ce qui marque la fin du cours, 1h13, c'est très bien, je respecte à peu près les temps. Désolé pour les quelques problèmes techniques, c'est un peu compliqué l'internet parfois, des jours on a un internet parfait et parfois on a un internet un peu faiblard. Donc là on est sur un hotspot fait par la 4G indienne, et la 4G indienne c'est pareil, c'est la 4G théorique. Donc on fait au mieux, tout ça est enregistré, je vais le mettre sur YouTube dans tous les cas. Voilà, c'était la fin de notre introduction. Maintenant, je vais commencer à aller un peu plus dans le dur du sujet. Et je pense que le premier cours qui va arriver va être sur cette notion de la création de l'espace-temps avec les fractales. Donc d'abord la création de l'espace-temps, puis parler un peu des fractales. On va faire des cours intensifs. Je pense qu'à un moment, on va prendre des cours intensifs. Par contre, ces cours intensifs seront en présentiel, en quelque sorte en présentiel. Donc, on va avoir des cours intensifs, je vais les faire en français, de 20 personnes, on va dire 15, 10, 15, 20 personnes. Ça va être forcément sur Zoom, enfin quelque chose où je peux vous voir et où vous pouvez me voir et donc où on peut interagir un peu plus. Et ces cours-là seront, je pense, parce que les places sont limitées, seront payants. Alors après payants, je vais pas les mettre très cher parce que j'ai cette philosophie que la connaissance devrait être gratuite. Le truc c'est que pour faire sélectif, j'ai pas envie de me retrouver avec une classe de 50 personnes, donc faire une petite participation et ça m'aide aussi à manger. Et ça, c'est pas mal parce que forcément, j'ai pas de revenus depuis un certain temps et ça fait un certain temps que je prépare ça avec les copains pour vous apporter ça gratuitement. Et c'est encore une fois la philosophie, c'est que si le vrai dur de la si le vrai sujet en fait de la connaissance qu'on a, voilà les vrais sujets bien poussés qu'on a, c'est de les donner sur ces cours-là, et sinon on met en gratuit en fait tout le reste qui est les connaissances de base, et vous n'avez pas forcément tous besoin de savoir à quel point les fractales vont loin, les mathématiques derrière, etc., ou aller jusqu'au niveau de l'atome, comment il fonctionne. Par contre, pour ceux qui veulent, ça va être possible, et ça va être possible avec une meilleure interaction avec moi, et donc des vrais cours où on va pouvoir, où je vais pouvoir vous prendre individuellement aussi et avoir cette relation où, voilà, si vous comprenez pas quelque chose, je vais essayer de vous trouver un moyen de vous le faire comprendre un peu plus facilement. Voilà, ça viendra un moment. Pour l'instant, je vais faire les cours gratuits, donc je vais rester en surface sur cette création de l'univers, sur les fractales dans un premier temps. Ensuite, je pense que je vais aller vers la musique, un sujet qui me passionne, et en fait, la musique est un très bon exemple de ce qui va se passer aussi dans l'univers. Tout est en rapport, de toute manière. Et peut-être aussi un cours sur l'observation dans la nature. L'observation, donc c'est quelque chose qui va s'adresser plus aux parents ou aux amoureux de la nature. C'est comment observer tout ce que je vous explique dans la nature. On va parler de quelques petites coïncidences dans la nature, petites et très grandes coïncidences dans la nature. Donc voilà, maintenant tout ça va se retrouver sur YouTube juste après. Et je vous retrouve, donc je vais laisser la place à Heike juste après. Il faut savoir qu'on est 3 à faire des workshops, et vous aurez 2 personnes, les 2 fondateurs de Into Infinity font des workshops en anglais. Donc si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. J'ai mon style, parce que j'utilise des logiciels 3D, j'ai ma manière d'enseigner, comme je le comprends. J'ai ma manière de voir aussi les choses, donc si vous voulez avoir un autre avis, allez voir de ce côté-là. Et si vous parlez anglais aussi, quoi. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure laquelle vous regardez. J'espère que vous avez apprécié ces 2 heures d'introduction entre ces 2 cours, plus les petits dessins que je vous ai appris à faire et les petites connaissances qui vont avec. Maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais mettre les événements sous peu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de la création de l'univers, donc la création de l'espace-temps. Et juste après, les fractales. Donc là, on va voir en combien de workshops je le fais, peut-être 4, 2 et 2.
qui me permettrait d'avoir beaucoup plus de temps pour vous parler concrètement de comment on voit les choses. En attendant, n'hésitez pas à réfléchir aux questions que je vous ai laissées par rapport à ce que je vous ai dit, pour avoir ce bénéfice parce que c'est pour ça que je veux transmettre ces connaissances, parce que ces connaissances vous changent votre manière de percevoir votre vie et la manière de percevoir la réalité. Et c'est ça qu'on essaie de vous apporter, en fait. C'est plus un côté philosophique et un côté spirituel, avec une connaissance pratique des mathématiques qui vient en fait très simplement, parce que tout est très logique, tout est très lié entre tout. Il suffit de mettre le doigt sur ce qui résonne avec les gens, et on pense que la géométrie, les choses que l'on voit, les choses qui vont se voir dans l'espace, résonnent beaucoup plus que les maths. Donc voilà, c'est notre philosophie. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, bonne semaine, et à bientôt.